la parole, M. Frédéric. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue au Renard et la Chouette. Bienvenue à la Messe basse, édition matinale 11h30 pour tous les oiseaux de nuit. On est super content de vous recevoir ici. J'en profite pour remercier, expliquer le contexte de la conférence / panel de ce matin. Alors, on est à la Messe basse, dans le cadre du Fuck-Off, présenté par le Trou du Diable, Dose, Le Point de Vente. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une tonne de monde qui essaye que l'information se passe, que tout le monde est motivé à ce que cette scène-là, émergente, / déjantée, alternative, prenne vie totalement. Et aujourd'hui, on va vous parler de Make money, money, make money. Alors, pour ceux qui ont remarqué, tous les panélistes ici ont des grills ce matin. Tous des gens qui raffolent de l'argent et portent des chaînes en or. Et dans le fond, vont être capables de parler avec nous ce matin de manière très décontractée d'argent. Ça ne veut pas dire qu'on va vous parler des chiffres ni qu'on va ouvrir le compte en banque de chacun de ces personnes-là, sauf qu'on va être capable de parler honnêtement de qu'est-ce que ça représente, la diffusion, de où vient l'argent, quelles sont les stratégies créatives de ça. Et la question principale de ce panel d'aujourd'hui, qui est très thématique avec notre partenaire Le Point de Vente qui fait cet événement ce matin, tout simplement, c'est est-ce encore pensable en 2019? En 2019, est-ce que c'est raisonnable de penser qu'on peut faire qu'on est obligé de... Hey my God, c'est une phrase complètement maganée. Est-ce qu'en 2019, on doit se fier aux revenus de billetterie pour organiser un spectacle? En résumé, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que c'est juste la vente de billets qui fait qu'un spectacle a lieu? Puis je prends le temps de mettre à jour un petit peu tout le monde. Je connais pas la totalité des visages que je vois dans la salle, mais de mettre un petit peu en contexte les points qu'on va parler aujourd'hui. Ensuite, je vais vous présenter nos panélistes. Ils vont faire un petit historique sur qui ils sont pour mieux expliquer d'où ils viennent aussi, parce que tout le monde a des réalités très différentes. C'est ça qu'on vient présenter devant vous. Puis après ça, on va passer à des questions, des envois, puis on va discuter de nos réalités puis de nos stratégies qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné aussi. Puis l'objectif dans tout ça, je crois, comme on discutait en avant par courriel pour préparer ce panel-là, c'est d'être tout à fait honnête parce qu'il n'y a pas juste des bons coups dans la diffusion. Même au contraire, c'est probablement un des travails dans la vie où il y a le plus de mauvais coups pour avoir des bons coups. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, je le dis en avance, c'est pas une science infuse. Par contre, il y a des grands thèmes d'où l'argent vient dans un spectacle. Puis pour que tout le monde soit sur la même page, je me permets de les nommer. Il y en a 5 grands thèmes. Il y a les revenus de billets, les revenus de frais de service, les revenus de marchandises, produits dérivés, les revenus de bars, vente d'alcool et autres. Et ensuite, on a autres partenariats, commandites, etc., ou n'importe quel type de revenu créatif. Ça, c'est au niveau de la diffusion. Parce que naturellement, les artistes, ça va être d'autres types de revenus ailleurs autour qui va se donner. Mais c'est les grands thèmes à l'intérieur. On est capable de rentrer presque tout si on décide de faire entrer ça. Fait que ces mots-là vont revenir souvent un petit peu parce que chacun d'entre nous, les 4 qui sont ici, n'ont pas accès à tous ces revenus-là. Certains ont accès à un d'entre eux, certains ont accès à 5 d'entre eux, etc. Mais c'est intéressant de savoir cette information-là avant qu'on commence. Vous allez trouver ça pertinent along the way. Alors, rapidement comme ça, je me présente. Je m'appelle Frédéric Roy-Hall. Moi, je suis diffuseur et consultant en commercialisation de billetterie, tout simplement. Et ma compagnie s'appelle Le Hall. On organise à peu près 100-120 shows par année et autres pacotilles qu'on donne des coups de main un petit peu partout. Mais aujourd'hui, on va mettre le focus surtout sur les personnes qu'il y a là à travers nous. Alors, je vous présente rapidement Seb Collin, Émilie et Isaac. Seb Collin, c'est celui qu'on a toujours besoin de mentionner son nom de famille parce qu'il y a trop de Seb dans cette industrie-là. Donc, Seb, prends le temps un peu de te présenter. Naturellement, on te connaît avec la Ligue Rock et ton agence Spectacle Bonsaï avec les artistes que tu représentes. Mais explique-nous un petit peu, diffusion, qu'est-ce que tu fais? Parle-nous rapidement de toi. Rapidement, moi, j'ai une technique en éducation à l'enfance et un deck en guitare jazz pop. Tu mets ça ensemble, c'est assez rare, mais ça fait booker dans la vie. Après ça, c'est ça, moi j'ai fondé Spectacle Bonsaï en 2013 après avoir fait la première édition de la Ligue Rock qui m'avait vraiment motivé. Québec Redneck Bluegrass Project faisait une tournée de 40 dates en 2012. Je les ai rencontrés, j'ai fait une de ces dates-là, puis eux ils restaient en Chine à l'époque, puis c'était quand même très désorganisé, mais ça marchait, puis il y avait quelque chose de très fort. Fait que moi j'aurais proposé d'embarquer avec eux, c'est ce qui est arrivé. J'ai fondé Spectacle Bonsaï à ce moment-là.
Puis depuis ce temps-là, ben c'est ça, j'ai mon agence de spectacle. On fait aussi de la production de show, label un peu d'édition, un peu de tout, là, gérance. Pas mal comme tout le monde fait tout. Puis ça, je trouve que c'est une belle transition pour quand on dit de faire tout. Émilie, qui est juste à côté. Émilie, on te connaît à travers pas mal tous les projets. Si on est à Québec, on connaît ton nom, je l'assume déjà, mais fais-nous pas en liste parce qu'on est ici pour probablement 1 heure et demie sinon. Mais parle-nous des projets qui nous concernent aujourd'hui en termes de diffusion, puis sinon du ski booking, etc. Je trouve que l'introduction de Seb était quand même bonne. Donc, moi, avant d'être bookeuse, j'ai fait un certificat en sciences politiques puis un bac en théâtre. Fait que ça donne bookeuse. Il y a vraiment comme une ligne directrice, pas vraiment. Dans le fond, je m'implique dans la scène locale depuis environ 5-6 ans à Québec. Puis au départ, j'ai rencontré des artistes. Puis j'aimais vraiment le côté, justement, spectacle, diffusion. Fait que j'ai commencé avec des groupes qui m'ont comme donné la chance d'apprendre le métier de bookeuse. Fait que depuis ce temps-là, j'ai booké pendant comme quelques années toute seule en mon nom. Et ensuite, maintenant, je travaille avec une agence à Montréal qui s'appelle Ambiance Ambiguë. Donc, la plupart des artistes sont encore avec moi à Québec. Donc, je travaille à Montréal et à Québec. Puis sinon, je fais un petit peu de tout, là. J'aide aussi les artistes, là, entre autres, là, qui commencent à Québec s'ils ont des questions ou quoi que ce soit. Puis je suis un petit peu de temps en temps au Pantoum. Sinon, ouais, je travaille principalement avec des artistes là, au niveau du booking. Génial, merci. Ensuite, je passe aussi le micro à Isaac, qui est considéré parmi beaucoup d'artistes heavy comme un mécène ou un fan fini ou quelque chose comme ça, où ce que son nom circule en tant que merci d'exister. Isaac, dans le fond, est fondateur ou propriétaire du Trou du Diable. Je ne sais pas exactement quel est le bon terme, ou probablement les deux. Présente-toi. Bonjour. Je vais faire l'histoire de ma vie aussi comme ça, en raccourci. Je n'ai pas terminé mon bac en géographie pour ensuite travailler une dizaine d'années comme technicien sur les plateaux de tournage. Ça a donné un propriétaire de microbrasserie. Donc, dès qu'on a parti de la microbrasserie, c'est sûr qu'on avait un... là, je parle du Brewpub, l'original, en 2006. On a toujours voulu avoir un volet spectacle dans ce projet-là. Donc, on faisait un spectacle peut-être une fois par mois à peu près. Puis, quand on a finalement parti la shop, l'usine qui fait des bouteilles, c'est sûr que on avait toutes nos conditions ensemble quand on l'a fait. Moi, c'était de faire une salle de spectacle professionnelle parce que j'étais un peu tanné de tasser le monde qui venait de finir de manger, les mettre dehors parce qu'ils n'ont pas payé leur billet à 10$. Puis... tasser les tables, puis tout le kit, puis être installé un peu tout croche. Fait que je voulais avoir une vraie salle de spectacle. Chose qu'on a faite, ça a pris peut-être 8 mois, 10 mois après qu'on ait commencé à brasser à l'usine pour avoir cette salle de spectacle-là. Donc maintenant, parmi les choses que je fais, je gère aussi cette salle de spectacle-là. Génial. Donc, un diffuseur en bonne et due forme, ce qui m'amène à poser la première question à toi, mais on va y répondre chacun notre tour, si ça vous va. Ou ce que c'est la question du panel, on commence avec ça pour ouvrir la conversation. Est-ce que vous vous fiez encore uniquement aux ventes de billets en 2019 pour vos revenus de spectacle? Puis, prenez le temps de parler de pourcentage, de dire les billets de spectacle, les revenus de billets, ça représente combien de pourcentage dans une soirée de vos spectacles de ce que vous calculez selon vos revenus. Donc, naturellement, si on possède un brewpub, c'est pas la même réalité que si on organise une location de salle, etc. Mais prenez le temps de développer un petit peu sur vous, les billets, c'est quoi l'impact que ça a dans votre rentabilité de vos spectacles. En fait, je regarde la liste que tu as faite tantôt. Le seul qui manque, c'est des subventions. Oui. Habituellement, les partenariats et autres trucs créatifs, exactement. Les salles indépendantes, on n'a pas vraiment accès à ça. Ça va être souvent plus les corpos culturels, etc., qui vont bénéficier de ça. Pour ma part, je pense que marchandise, j'en vends pas. Frais de service, c'est le point de vente qui le fait. Sinon, c'est ça, autre paiement, je le vois pas comme un revenu, je le vois plus comme une aide à dépenses. De mon côté, on gère un peu la salle de spectacle, un peu comme un département comptable à part. Donc, ce qu'on essaye, c'est qu'elle soit au moins break-even à la fin de l'année, puis qu'elle soit capable de payer le staff qui travaille dedans, avec les revenus qu'elle tire. Donc, puis
Ce qui veut dire que j'ai beaucoup de... En fait, je compte pas vraiment mes frais fixes dedans. C'est une commandite du Trou du Diable à la salle. Donc, on a la chance de ne pas compter vraiment l'électricité ou le loyer ou les assurances générales. Ou bon. Ils sont englobés dans le reste de l'entreprise. Exactement. Fait que ça c'est une grande chance qu'on a au niveau de cette salle-là, ce qui nous permet de, des fois, prendre peut-être un peu plus de risques qu'on en prendrait, surtout dans... Puis déjà, de faire des shows à Shawinigan, en partant, c'est un risque. Donc, parce qu'il y a moins de monde, parce que le bassin est moins là. Donc, moi, mes revenus sont uniquement... En fait, je calcule seulement ma vente de billets, tout simplement. Uniquement. Dans le fond, mon calcul, c'est combien ça me coûte en cachet, combien ça me coûte en débarrer la porte de ma salle, parce que s'il n'y a pas de show, la salle est fermée. Puis je me dis, bon, combien il faut que je vende de tickets pour être capable de rentabiliser cette soirée-là, puis peut-être tirer un peu de profit pour compenser, si on suit dans ma logique, compenser les fois où j'ai eu des pertes dans un spectacle. Et l'exercice. Je pose la question, puis on a le droit de dire, je réponds pas à ces affaires-là, parler à mon avocat, mais je pose la question, de ce que je suis capable de lire, est-ce que cet exercice-là de vente de billets uniquement versus couvrir les frais est un exercice rentable pour vous autres? Il est rentable dans le sens où, en fait, ce que j'espère faire, c'est donner, premièrement, donner la chance à des musiciens de venir performer. Chose qui est, je pense, essentielle dans une carrière de musicien. Effectivement. Ensuite, c'est de donner la chance à des amateurs de musique d'aller vivre en chair et en os des expériences musicales et non sur un écran de 8 pouces ou 6 pouces. Puis au final, en fait, tous ces gens-là sortent de là avec une expérience positive. Puis un souvenir positif de l'expérience qu'ils ont vécue chez nous au Trou du Diable. Donc, finalement, à la base, c'est très noble. C'est très noble. Puis au final, ce qu'on veut, c'est que les gens partent et disent « Crime, c'est donc bien le fun, les shows qu'il y a au Trou du Diable. » Puis si, au final, cette activité-là m'a coûté un peu d'argent à la fin de l'année, ça tombe dans mes frais publicitaires. Ça en vaut la peine de ton côté. Donc, c'est rentable sur un point de vue humain et rentable sur un point de vue expérience client puis implication. Je me trompe-tu quand je dis ça? Exact. Puis quand je suis capable de sortir, de dégager un profit de la salle à la fin de l'année, souvent, on fait des shows gratuits l'été. Ouais. On va barrer la rue en avant du pub, puis on va faire jouer les Scatolites, ou comme on a fait l'été passé. Donc, l'intention n'est pas une profitabilité. Puis je vais revenir souvent à ça parce que je trouve que la conversation est intéressante l'objectif n'est pas toujours l'argent. Je pense surtout autour des gens qui sont autour de la table, mais que ce panel-là s'appelle « Make money, money, make money ». Fait que je vais revenir là-dessus, pas parce que ma seule et unique valeur est le pognon, mais parce que je pense aussi que c'est une affaire qu'on a de la misère à mettre le doigt dessus, puis que même nous, en diffuseurs, entre promoteurs, on se dit, my God, comment lui il fait? Et on se rend compte que des fois, il ne fait pas plus. En réalité, je pose la question parce que pour beaucoup de gens, regarder à Shawinigan, de dire, moi, j'aimerais ça partir des shows dans ma ville. Est-ce que ça va être un exercice rentable? Si je le fais, le Trou du Diable doit le faire. Fait que moi, peut-être que ça l'est aussi. Toi, tu le vois plus d'un côté humain et d'un côté expérience client joint à une entreprise à tout ça. Là. Pas seulement ça, en fait, grâce à lepointdevente.com. Oui. Il m'a demandé il faut que je plug ça 5-6 fois. Oui, c'est ça. Merci, lepointdevente.com. Grâce au point de vente, en fait, premièrement, nous, ça fait partie aussi de la commandite du Trou du Diable, c'est que chaque billet en pré-vente vient avec une bière. Fait que, en fait, on t'accueille avec ta première bière au moins en partant. Puis, je trouve que c'est plus... en tout cas, c'est plus symbolique, ou en tout cas, ça fera plus l'imaginaire que de sauver 2$ parce que tu achètes ton billet en pré-vente. Ouais. Donc, la plupart de nos entrées maintenant passent par le point de vente, ce qui veut dire qu'on a des statistiques. Puis c'est là que ça devient vraiment intéressant pour moi. Je me rends compte avec le temps que, encore une fois, je me demande si c'est parce que le monde n'y revienne jamais, mais, j'ai 85% des gens qui viennent voir des spectacles. C'est la première fois qu'ils viennent, depuis 3 ans.
Donc, c'est une population qui se renouvelle tout le temps. Il y a peut-être 20 des gens qui viennent de Shawi, un autre 25, 30, 40 qui viennent de Trois-Rivières. Puis, ce qui veut dire qu'il y a plus que la moitié des gens qui viennent dehors de la région immédiate. Donc, qui prennent, qui se tapent un voyage, en fait, qui disent on va venir à Shawinigan passer la fin de semaine, on va dormir là-bas. C'est une destination touristique. Là. Ben, en fait, ça devient une retombée, ça devient une retombée touristique, à la limite. Là, ça devient un attrait pour aller chercher des gens pour justement qui viennent vivre une expérience pour une fin de semaine. Puis ça, ce qui drive les gens à le faire, c'est la musique. Oui. Donc, il y a quand même un pouvoir dans la musique qui est intéressant parce que c'est assez puissant pour botter le cul d'une ou deux personnes qui prennent leur char puis qui descendent faire 2 heures de route pour des fois 3, des fois 4 pour passer la fin de semaine puis venir triper, voir un show. Ça a quelque chose de très rassembleur là-dessus. Je vais poursuivre avec Émilie à dire, je reviens à la question du départ pour qu'on ait tout un big picture de tout le monde un petit peu. Émilie, dis-moi, toi, est-ce que la rentabilité de billetterie fait partie des choses qui sont importantes pour toi en 2019? C'est un des facteurs. Parce que justement, Isaac l'a un peu parlé. En tant que booker, on parle avec vraiment beaucoup de diffuseurs, de promoteurs. Et c'est vraiment, les réalités sont diversifiées puis sont vraiment variées. Il y en a justement qui ont des subventions, il y en a qui sont dans des salles réseau, il y en a qui c'est des salles, des microbrasseries. Donc, il y en a que le revenu de billetterie est un fait important. Ce l'est toujours au niveau de justement comment c'est dire? Un revenu. C'est un revenu. C'est un revenu, ça, on est d'accord avec ça, effectivement. Mais justement, Isaac le mentionnait, il se fie sur la billetterie, sur le revenu de billetterie. Il y en a que c'est pas le facteur premier. Puis je pense que c'est une des choses qui est importante aussi dans mon travail, c'est de comprendre et de voir la réalité des diffuseurs avec qui on travaille. Puis quels sont les autres facteurs que tu vas regarder justement quand tu vas aller vouloir soit vendre un show ou faire une coproduction avec une salle? C'est quoi les autres facteurs de revenus que tu vas regarder avant de prendre une décision financière de voici mon offre? Il y a justement... il y a souvent, parfois, il y a des tournées qui sont plus subventionnées que d'autres. Des fois, on peut aller chercher des subventions, donc c'est aussi un calcul à faire. Il y a aussi, pas juste en argent, il y a aussi le momentum d'aller dans une salle ou pas, qui après peut être plus rentable ou pas. Oui. Ça aussi, c'est à calculer. Je ne vois pas ça en termes toujours d'argent aussi, mais je regarde aussi la popularité du groupe versus le timing. Des fois, il y a des diffuseurs qui veulent aller qui veulent absolument un spectacle, mais s'il a joué il y a un mois à côté, ce ne sera pas plus rentable. Il y a aussi ces facteurs-là qui sont vraiment importants, tant qu'à moi, qui ne sont pas juste calculables en termes d'argent. Exactement. Exactement. Et Seb, Monsieur Collin, de votre côté, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis je mets une annotation à dire que tu as quand même à l'intérieur du roster d'artistes que tu bookes et à l'intérieur de ta Ligue Rock. Je ne sais pas si c'est parce que c'est tes goûts personnels ou parce que c'est une décision d'affaires ou un beau mix des deux, mais tu as aussi naturellement beaucoup de rock ou beaucoup de choses qui font boire une quantité d'alcool impressionnant, si je peux me permettre. Puis là, c'est impressionnant. Ceci étant dit, la rentabilité d'une billetterie, j'assume que c'est pas la seule chose qui compte dans les spectacles que tu bookes ou que tu organises, mais parle-en un petit peu plus. Qu'est-ce que tu en penses en 2019? Bien, premièrement, là, dans tous les shows que je fais, hier, il y avait des trucs sur le public toxique qui parle dans les spectacles. C'est une difficulté que plusieurs vivent. Moi, je le vis zéro, là, parce qu'il n'y a pas un de mes shows, peu importe le contexte, soit est-ce que ça te dérange qu'on parle, parce que c'est soit du rock ou soit que le décibel est tellement élevé, des gens qui chantent ou quelque chose. On peut même crier à la limite. Là. Tu peux crier d'un show de Bonsaï, ça ne dérange pas du tout. Après ça, si on parle de billetterie, oui, c'est important. Je dirais que c'est le numéro 1. De mon côté, mais en même temps, d'un projet à l'autre, les intentions sont vraiment différentes. Là. Si on pense à la Ligue Rock, c'est pas... l'important n'est pas la rentabilité. L'important, c'est la visibilité, c'est d'avoir une programmation forte, c'est de réussir à pousser le projet de plus en plus loin à chaque année. Je mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis, même si c'est un projet qui, la billetterie ne vient pas assumer toutes les dépenses, à mon avis, c'est un excellent move. Là. Je suis content de le faire à chaque année, puis je vais continuer à le faire.
Après ça, si on regarde des projets comme, mettons, Prière et Landry, qu'on vient de lancer un album, de cette tension, on a fait de tourner notre album, on l'a payé avec les gigs qu'on a ramassés parce qu'on n'a pas de subvention, mais quoi que finalement, on a eu un peu, là, fait que je peux pas dire qu'on n'en a pas. Mais l'idée, c'était, OK, ben là, le Ben est 2, moi je suis là, on est 3. Ben, chaque gig qu'on fait, on met l'argent de côté. Quand on a assez d'argent dans le pot, ben, on va enregistrer un album. Puis c'est ça qu'on a fait avec le premier, c'est ça qu'on a fait avec le deuxième. Puis là, mais en même temps, là, la billetterie devient même plus... les shows qu'on a fait, là, la tournée de lancement, c'était tout le temps 10$ incluant l'album. Puis l'idée, c'était que l'album circule. T'sais. Fait que là, avec les albums promo qu'on a envoyés, puis tout en un mois, on a peut-être passé 600 CD, ce qui est vraiment cool parce que l'album est bon. Puis les gens, ils viennent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils repartent avec l'album, puis ils le mettent dans leur char. Puis qu'est-ce qui fait l'album? Ben, il ne ressort pas de là. Parce que, non. Parce que c'est le seul CD qu'ils ont acheté depuis les 2 dernières années. Ben, les gens, ils n'en achètent pas. Tu vas à un show, oui, tu vas vendre 5, 10, 15 CD, mais s'il y a 60 personnes, tu vas vendre 5, 10, 15 CD. Le rapport de gens qui repartent avec l'album n'est pas si élevé que ça. Fait que si tu t'organises, si tu veux qu'ils repartent avec, là, ils payent leur entrée, tu leur donnes l'album. Tu peux pas faire ça vitam aeternam, là, mais une tournée de lancement, tu le fais. Puis même, on a fait d'autres spectacles où est-ce que l'entrée était gratuite parce que je savais que l'important, c'était de ramener le plus de monde, puis justement vendre de la merch. Puis la salle te donne un petit cachet, 200-300$ pour juste venir à côté de tes dépenses. Tu fais pas ça 2-3 fois non plus, tu le fais une fois. Tu arrives là, tu fais ton show gratuit, tu fais de la promo. Puis, toute la circulation, tes posters qui circulent, les événements Facebook, là, si tu regardes le nombre de reach qu'il y a chaque événement Facebook, c'est quand même impressionnant. Là. Puis, toi, Isaac, il y a du monde qui vient de partout, mais si tu faisais pas d'événements Facebook pour tes shows, ça circulerait pas autant. Le nom Trou du Diable circulerait pas autant dans le milieu du rock. Fait que, tous les trucs qu'on peut faire en entour du promotionnel, puis le show aussi, l'expérience publique, qui est super importante. Tout ça est bien plus important qu'au final, avoir de la billetterie, des revenus de billetterie. Et je pose la question, puis après ça, soyez à l'aise de dire non, mais je vais poser des questions super honnêtes. Toi, pour que les gens comprennent un petit peu, si l'objectif n'est pas toujours la rentabilité au niveau de la Ligue Rock, au niveau des revenus, au niveau de plusieurs endroits qu'on parle de visibilité, probablement qu'il y a quelques personnes qui se demandent de dire « Oui, mais comment qu'on fait pour se payer cette délicieuse hummus? » Merci, le renard et la chouette, d'ailleurs. Je sais pas, c'est-tu du hummus? Oui, c'est du hummus. C'est peut-être pas du hummus. C'est du tzatziki. Du tzatziki, hummus, d'ailleurs, merci. Ça a l'air savoureux, c'est juste du... comment qu'on fait pour se payer ce luxe ou juste de se dire « J'ai un véhicule pour me rendre au show, à la limite, ou je suis capable de me payer un billet d'autobus. » Est-ce que les spectacles que vous organisez, Seb, ont un impact dans ta carrière ou c'est une passion hobby sur le côté ou ça a vraiment un impact sur autre chose qui va te faire générer des revenus, qui va te permettre de vivre et de mettre du pain sur la table? Ben c'est ça. Là, moi, mon entreprise, c'est comme 3 trucs quasiment. Tu as la Ligue Rock, tu as tous mes projets, puis tu as Québec Redneck Bluegrass Project. C'est sûr que si j'avais pas un projet qui gagne en popularité à chaque année, puis qui permet d'avoir des revenus de billetterie, qui permet d'assumer pour moi d'autres dépenses, c'est sûr que je pourrais pas faire ça. Si j'avais juste des Prières et Landry, c'est sûr que quand j'irais au lac, je dirais hey, ça me prend vraiment mes entrées à 10$ parce que sinon, on peut pas payer de gaz. Tu sais. Fait que c'est sûr que moi, j'ai cet avantage-là, puis puis je m'en sers, ça me permet de faire des affaires qui me font triper, puis de pouvoir pousser les autres projets plus loin. Mais après ça, les autres revenus, oui, il y a d'autres revenus possibles à part la billetterie, mais je pense que principalement, en pourcentage, c'est la billetterie qui arrive numéro 1. Et là, je pose la question à nos 2 agents qui vendent des spectacles ici. Est-ce que ça vous arrive de vendre des spectacles plus chers que le potentiel de revenus en billetterie, qui n'est pas nécessairement calculé pour ça, d'aller dans une salle et de dire, ben moi, j'ai une intention de dire, ben disons, le show est à 5$, c'est sûr que je peux pas être rentable, je vais vendre, je donne des calculs ultra faciles, 100 places, 5$, 500$, je te vends un artiste à 700 ou 800 parce que je sais que tu as d'autres types de revenus qui vont venir pour le diffuseur. Est-ce que vous faites ce genre de choses-là ou vous calculez uniquement en fonction des revenus de billetterie dans vos ventes artistiques? Moi, dans mon cas, j'ai la billetterie vraiment le critère principal, mais je sais que
faut que tu penses aussi c'est quoi la valeur de l'artiste dans ce contexte-là. Puis des fois, ça dépasse c'est quoi la valeur monétaire que peut avoir l'impact de billetterie. Tu regardes, OK, mais si tu veux l'exclusivité à Québec pour tel show, oui, il y a un potentiel peut-être de 100 entrées à 15 $, mais en même temps, tout le contexte autour de ça fait que le show vaut plus cher. Fait que des fois, c'est dur de vraiment juste se fier à la billetterie pour établir la valeur d'un show. Mais des partenaires qui perdent l'argent avec moi, c'est quand même très, très rare. Là. Je m'arrange tout le temps que ce soit en fonction ou de rattraper sur d'autres shows après. Ou, tu t'arranges. Là. C'est en plein ça. C'est aussi développer une relation avec chaque diffuseur pour être vraiment travailler ensemble puis regarder juste, pas jouer, mais nécessairement la game. Si le diffuseur m'envoie les chiffres, justement, avec ses frais, m'envoie un budget, je vais travailler à partir de ça. Justement, s'il y a une exclusivité ou si on est dans le cadre d'une tournée, justement, puis j'ai besoin d'une date entre 2 villes, puis ça adonne bien, peut-être que je vais regarder pour un cachet peut-être un petit peu moins que je demanderais en temps normal puis que c'est sur la route. Des fois, peut-être un peu plus, justement, à cause d'une exclusivité ou un contexte particulier. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de critères. C'est sûr que le prix, la billetterie, c'est important, mais il faut toujours regarder ensemble. Je pense que c'est comme ça qu'on crée des liens, en étant quand même très juste puis clair aussi quand on négocie ou on discute, justement, avec... Et Isaac, quand tu entends ces paroles-là, est-ce que tu as l'impression, et là je parle pas nécessairement avec nos 2 agents ici, mais je parle en général, tu as le droit de dire que tout va bien avec eux tout le temps, mais de dire que de ton côté, est-ce que c'est vraiment l'impression que tu as au niveau quand tu vas acheter du contenu artistique pour mettre dans tes salles, est-ce que tu as cette impression-là, que tu as cette relation-là avec l'agent qui veut ton bien, qu'on calcule avec la billetterie et que l'objectif financier est super fair puis qu'au final, ça fait du sens? L'agent, il veut mon bien, puis il va l'avoir. Oui, c'est ça. Non, je pense que, tu sais, il y a toujours, je te dirais... Tu sais, rendu là, c'est une relation d'affaires, tu sais. Puis là, ben l'agent, c'est sûr qu'il veut avoir le plus pour lui, pour son groupe, puis tout le kit. Puis moi, ben je veux avoir un prix le plus... Je veux prendre le moins de risques possible, finalement, pour le plus de bénéfices possible. Fait que c'est un peu... Là, c'est en jasant un peu, puis c'est sûr qu'à force... Quand tu commences à connaître un peu les agents, mais ils connaissent ta salle. Tu sais, moi, en fait, j'ai écrit tantôt une manière synthétisée de penser. Ouais. Mais parce que j'ai eu cette discussion-là dernièrement. Mais tu sais, en fait, c'est sûr qu'il faut que tu te fies à la billetterie parce que, tu prends un risque financier de dire, ben moi, j'ouvre ma salle. Puis aujourd'hui, là, parce que j'ai pris la décision de débarrer la porte, j'ai 3 500 $ de cachet puis 500 $ de frais de salle. En partant, là, si personne ne se pointe, s'il y a une tempête de neige, de la mort, ben je viens de mettre 4 000 $ dans la poubelle. Incluant si l'artiste a une crevaison. Là. Ça peut être ça. C'est toutes des choses qui peuvent arriver. Donc, ça, mettons que ça, c'est mon cas de base. Là. Comme je disais tout à l'heure, là, je tombe pas dans commencer à dire, ben mon loyer me coûte 10 $ le pied carré, puis ça me coûte je sais pas combien d'électricité parce que j'ai des milliers de watts de son. Tu as déjà absorbé une portion de tout ça de ton côté. Ça, j'en parle pas, mais je parle, ma décision de débarrer à la porte. Ça, j'essaie au moins qu'elle soit rentable. Il y a plusieurs façons de le voir. Là. Mettons, ma possibilité de profit. Le billet coûte tant. Mes frais sont tant, ben si je prends un risque de 4 000 $, ben il faudrait que je fasse au moins 25 % de possibilité de profit. Si jamais je sold out. Si ton sold out, c'est 5 % de profit, ben tu prends un gros risque pour pas beaucoup de bénéfices. Exactement. Ça, c'est une façon de le voir. Une autre façon bien simple que je compte souvent, ben ma salle a fait 180 personnes. Mettons que, parce que ça, c'est juste parce que ça se compte bien, comme tu as dit tantôt. Exact. Mettons que j'ai 100 personnes, attends le billet, ça me fait combien? OK, je suis pas loin. Ça, c'est une autre façon un peu plus sketch de compter. Oui. Puis sinon, dans tout ça, ben, je l'apprends souvent pareil. Mais dans tout ça, tu sais, tu prends ce facteur-là, puis là, tu as une espèce de facteur X, Y, Z, alpha, bêta, oméga. Ou que, si j'étais une formule, si j'étais un mathématicien, là, je prendrais ce chiffre-là, X, dans lequel je suis arrivé. Puis là, je multiplierais soit par 0,5 ou 0,8 ou 1 ou 1,2 ou 1,5, tu me suis. Puis là, c'est tous ces facteurs-là, c'est la notoriété du band. Ça fait-tu longtemps qu'il est passé dans le coin? Le monde l'attend dessus. Il est-tu actif sur ses réseaux sociaux? Il va-tu juste
attendre puis voir où il va venir. Il va pouler aussi pour aller chercher le monde. C'est quoi le jour de la semaine? C'est sûr que si c'est un lundi, là, je vais multiplier par 0,2. Puis si c'est un vendredi, peut-être 1,2. C'est quoi la saison de l'année? L'été, il y a tous les festivals qui roulent. Les terrasses sont ouvertes. C'est plus dur de remplir un spectacle en plein été. Est-ce que le Canadien est en série éliminatoire? Oh my God, bon point. Ça, Je l'ai toujours dit, facteur. puis je mets un bémol là-dessus parce qu'il y a un fait intéressant. Moi, à chaque... là, ça fait juste 2 ans que les Canadiens, je crois, ne sont plus en série. Et c'est la rentabilité de mon entreprise est en corrélation directe avec le Canadien qui va pas bien. Oui, c'est ça. Enfin, c'est un peu le contraire de tout le monde qui sont autour du Centre Bell. Exactement. Le reste du Québec peut souffler à ce moment-là. Puis après, ben c'est ça. Est-ce que, comme autre facteur, est-ce que c'est un show qui va augmenter la notoriété de ma salle? Est-ce que c'est un show à qui je fais une faveur à l'agent pour des considérations futures, pour une autre affaire? Pour pouvoir négocier mieux par le futur, Autre etc. facteur. Puis après ça, on prend tout ça, on le met dans un bécher, puis on synthétise tout ça. On multiplie ça par mon envie viscérale de faire le show. Oui, exactement. Puis tout ça, ben, ça donne un coût de billet versus mon break-even à la porte. Ouais. Fait que je pourrais te montrer ma formule mathématique. Oui, non, mais je le vois. Je voulais un tableau, mais tu vois, j'ai tout Il obligé de n'y a dire. pas le tableau. Hein? Mais je pose la question parce que moi aussi, de mon côté, j'ai des documents quasi scientifiques dans lesquels je calcule la totalité des potentiels de revenus dans chacune des catégories. Puis je nommerai pas chacun des détails, mais de l'autre côté, je le vois comme cette fameuse formule-là que j'ai créée pour moi, que des fois, j'essaie de montrer à du monde qui me trouve complètement perdu. C'est quelque chose que j'utilise et que je me fie tout le temps. Il y a toujours des chiffres. Et je me pose la question au niveau des agents. Est-ce que vous avez les mêmes outils, vous autres, au niveau de la gestion financière, des prévisions, de ces choses-là, pour chacun des spectacles? Ou c'est de l'intuition? J'assume que c'est pas juste ça, là, mais... Non, le feeling et l'intuition, c'est cool, mais des fois, il faut aussi avoir... Nous aussi, on a nos petits... moi, Ouais. j'ai mes fichiers parce que c'est important quand je m'assieds avec un groupe, quand on commence à travailler ensemble. Chaque groupe a une réalité aussi. Ouais. Juste de base, avoir un duo versus, exemple, un groupe de 6 personnes, Oui. ça joue beaucoup. Justement, juste, est-ce qu'il y a un drum, il n'y a pas de drum, il y a beaucoup de calculs. C'est le calcul de la vanne, le calcul de où on part. Il y a vraiment beaucoup de données. Puis ça donne un calcul de base, puis des frais qui sont comme qu'on peut pas bouger nécessairement. Donc ça, c'est le coût de base. Des fois, c'est vraiment, je veux travailler avec une salle, il veut le spectacle, mais par rapport à la capacité, exemple, de la salle, justement, les frais versus ce que ça coûte de base pour l'artiste à se déplacer. Parfois, c'est pas le bon timing. Des fois, on peut pas avancer justement parce qu'il y a des frais que je peux pas dépasser. En résumé, des fois, il vaut mieux inviter son artiste en DJ set à quelque part que de faire venir la version funk à 15 musiciens. C'est un peu ça l'idée. Il y a plusieurs... C'est pour ça que des fois, il y a plusieurs formules offertes. Oui, exactement. C'est entre autres ça. C'est dans un. Puis les formules offertes sont. Puis corrigez-moi si je me trompe. Est-ce que les formules offertes sont généralement pour des raisons financières ou généralement pour des raisons créatives? J'assume que les deux, mais j'ai souvent pensé que c'était pour des raisons financières. C'est peut-être mon côté gris de tout ça qui le voit. Comment vous voyez ça, vous autres? Je dirais que ça dépend des groupes. Il y en a que c'est vraiment pour 2 ambiances différentes, pour 2 contextes. Il y en a que quand c'est full band, c'est vraiment pour... exemple, je travaille avec Gap Pocket. Quand c'est vraiment full band, c'est un gros party romantique à la Saint-Valentin. Ça bat des records. Mais j'ai la formule aussi duo qui est acoustique avec contrebasse et guitare pour 5 à 7 ou petite salle. C'est vraiment 2 univers différents. Ça va être Donc, une ça, histoire de le gros contexte party, et ça non marchera pas. uniquement de finances. Mais parfois, c'est vraiment... Des fois, c'est question de financière aussi. Je vais aller... Grosse formule, mais des fois, je peux faire une formule duo qui est super bonne, mais c'est une question de coût aussi. Là. Il y a les 2 volets. Naturellement. Et je pose la question à Sébastien parce que tu as des bands qui sont beaucoup plus gros, qui des fois ont plein d'invités, comme des fois tu as des duos à l'intérieur de ça. Est-ce que ça t'aide à choisir les groupes en fonction de dire, ben c'est un duo, il y a vraiment plus de chances que ça soit rentable. Si moi je suis leur agent, on va aller plus vite à un succès. Est-ce que ça fait partie des choses que tu calcules? Non, c'est quelque chose que je vis, là, mais je Ouais, le c'est calcule pas. Là. De toute façon, moi, l'idée, c'est pas d'avoir le plus de bands possible ou moi de me monter dans 3 ans. J'aurais pas un bureau avec 4 employés. Là. J'aime ça travailler serré puis développer avec les artistes que moi, je trippe à fond. Donc, oui, ça donne que j'ai un duo, j'ai un trio dans mon roster. En fait, j'ai 2. Ouais.
j'ai un autre trio. Ouais, c'est ça. J'ai des bands qui sont pas tant que ça. Puis même Québec Redneck, tu sais, c'est sûr que là, l'équipe, on est plus. Il y a le Soundman, il y a le Rudy et tout. Mais tu sais, c'est quand même 4 personnes. Il n'y a pas de drum, il n'y a pas de gear. Tu sais, le band, a longtemps eu une van qui se promenait dedans. Puis, tu sais, on en fait du kilométrage d'une été, mais tout le monde rentre dans la van. Il y a le temps de la place pour un ami aussi. C'est quand même... C'est ça, c'est quelque chose que tu vis, mais c'est pas quelque chose qui est calculé, là. Absolument. Ce qui m'amène à un prochain sujet, et je vais poser, Isaac le mentionnait tantôt au niveau subventions, autres revenus gouvernemental / programme, ville, municipal. Il n'y en a pas beaucoup au niveau de la diffusion en salle. Il y en a pour les festivals, pour les événements corporatifs, etc. En salle, il y a quelques programmes que le quartier des spectacles à Montréal va faire. Il y a certains petits trucs avec des sociétés de développement commercial par région, des choses comme ça. Mais je suis curieux qu'on en parle un petit peu au niveau, c'est quoi l'impact que ça a dans vos tournées? C'est quoi l'impact que ça a sur la billetterie? Est-ce que vous avez tendance, avec ces revenus-là, d'ajouter ça aux revenus ou de tenter de réduire les prix de billets ou d'attirer plus de gens avec ça? C'est quoi votre relation avec la subvention? À quoi elle vous sert? Est-ce qu'elle sert au profit ou elle sert à améliorer les conditions? À quoi il vous sert cet argent-là? Puis j'assume que de votre côté, il y en a peut-être un peu plus que du côté de moi, Isaac. C'est zéro pour toi. Moi, je pense que 2 fois par année, je reçois un 2000 $, puis c'est béni du ciel, mais c'est souvent un coup de dé. Là, t'sais. Donc, de votre côté, qu'est-ce que ça ressemble? Je vais juste bien répondre à la question. Est-ce que tu parles des subventions en termes d'aide à la tournée ou à des la salles tournée. qui sont subventionnées? On va rester dans le spectacle. Puis il y a les salles subventionnées aussi. Je pense que ça peut compter tout à fait aussi. Si vous avez une approche différente avec les salles subventionnées qu'avec les salles, c'est quoi la relation à la subvention quand vous allez travailler avec un artiste dans une salle? Je vais revenir finalement. Finalement, j'ai posé une question, mais je ne vais pas l'écouter. Je vais juste Oui, vas-y. Des subventions d'aide à la tournée, c'est une réalité. Parfois, l'aide à la tournée ou des subventions pour les groupes, des fois, c'est juste pour pas arriver dans le tu ne feras pas de profit là, avec une subvention d'aide à la tournée. Des fois, il faut que tu le prends en compte qu'on peut aller la chercher. Puis des fois, ça va aider au démarchage. Mais c'est pas, on ne va pas faire du profit là, avec de l'aide à la tournée. Puis souvent, on ne l'a pas nécessairement. Puis il y a des critères. Fait que c'est pas OK, yes, on a des subventions. Youpi, on va faire de l'argent. C'est pas ça. Là, on doit prendre en compte justement les frais. Mais c'est sûr que c'est une belle réalité parce que si on va dans une salle puis l'achalandage ne sera pas comme prévu, ben nos frais justement vont être payés. L'artiste ne va pas perdre trop d'argent aussi. C'est une réalité aussi. Ça, c'est quand vous prenez un pourcentage de part. Mais en fait, moi, j'en ai une question. Là. Oui, vas-y. Disons que tu as un quatuor, puis tu dis, ben là, les musiciens aimeraient avoir 200 $, chaque, puis ce qui est bien correct pour se déplacer, fait que ça fait 800. Faut louer une van, 200 $, ça fait 1000 $. Est-ce que tu arrives et tu dis, ben OK, ça coûte 1000 $ nous avoir aujourd'hui, ou tu dis, ben ça coûte 1000 $, mais j'ai 200 $ d'aide à la tournée, fait que je vais te charger 800. Les agents, ils calculent très peu, là, ce revenu-là. Mais tu sais, il faut dire que l'aide à tourner, moi, je n'ai pas eu souvent. J'ai eu l'an passé une première fois pour quelques artistes. Puis là, cette année, pour l'année en cours, là, je l'ai pour les artistes, mais je ne l'ai pas reçu encore. Mais ça arrive quand même tard. Là, c'est des shows de mars à mars. Puis tu l'as à peu près 6 mois après. Là. Ça veut dire que pour les spectacles en ce moment, là, les groupes qui ont de l'aide à la tournée, qui ont des spectacles admissibles, qui ont fait en avril ou en mai 2018, c'est en juillet-août 2019 qui vont avoir leur argent. Okay. Donc, ce perdième-là ou l'aide à la tournée, il est quand même difficile à calculer parce qu'il arrive, quand il arrive comme un beau bonus, soit pour les artistes, ou bien quand il y a un producteur puis que le show était déficitaire, le producteur vient se rembourser un peu. Il y a différents modèles avec ça. Mais je pense que pour les shows avec les cachets plus petits, là, des bands qui coûtent moins de 1000 $, je pense que ça mérite d'être considéré un peu, là, parce que ça fait une différence au final là, dans le budget du spectacle. Là. Puis aussi, c'est difficile à prendre en considération parce que justement, comme Seb l'a dit, des fois, on ne le sait pas si on va nécessairement l'avoir aussi. C'est pas toujours quelque chose qui va être qui est garanti. Qui est garanti. Ça dépend aussi de justement la production, mais
Exactement. C'est une prise de risque qu'il y a autant au niveau de l'artiste qu'autant au niveau du diffuseur que d'investir de l'argent dans un spectacle. Parfois, l'artiste va prendre plus de risques aussi, dépendant du contexte. De ce que je comprends avec les négociations qu'il y a, il y a des spectacles dans lesquels l'artiste a envie de prendre des risques, il y a des spectacles dans lesquels l'artiste n'a pas envie de prendre de risques aussi. Puis là, ça va avec une négociation commune entre le diffuseur et tout ça. Je passe à la prochaine question. Je change de sujet un petit peu à côté. Oh. Allons-y. Oui. Il y a un des volets de question qui était est-ce que j'ai la même approche au niveau de ma négociation avec une salle qui est subventionnée au niveau du cachet? Non. Tu sais, souvent, on a des propositions. Oui. Un booker nous approche, tu sais, ça se tend dessus, il y aurait ça. Stand-by cette date-là. Là, finalement, tu apprends qu'il l'a booké comme dans la salle à côté parce qu'elle était subventionnée. Il a donné des fois 800 $ de plus de cachet. Donc, est-ce que vous le prenez en considération que cette salle-là qui est peut-être plus petite, non subventionnée, c'est sûr qu'elle a moins de grosse capacité, ou vous allez tout de suite aller vers... Parce qu'on voit cette réalité-là, on se fait mettre une date stand-by, le bizarrement, non, ça ne marchera pas. Mais... Alors, pour les gens à la maison qui ont pas entendu ça au niveau, vu que c'était hors micro, je repose la question. On me corrige si c'est pas la bonne chose. Juste de dire... qu'est-ce qui, dans le fond, est-ce que les salles subventionnées, les salles non subventionnées sont en compétition dans plusieurs villes, surtout les grandes villes et toutes les petites villes aussi, mais les grandes villes sont en compétition avec leur propre festival, etc. Est-ce que les agents vont considérer des budgets différents pour ces différents artistes-là pour la même tournée, pour le même moment? Ben, subventionné ou non, là, la réalité des salles d'une à l'autre est vraiment différente. Puis, c'est pas parce qu'ils sont subventionnés, mais le réseau de diffuseurs a des salles qui sont vraiment plus coûteuses. Ce qui fait des. En tout cas, moi, je le vis, là, c'est des budgets qui sont des fois pas nécessairement réalistes pour un spectacle. Toi, tu ouvres ma salle, ça peut me coûter 500 sans mes frais fixes. Mais tu sais, des salles qui vont t'arriver, OK, ben, ça coûte 3000 pièces de frais. Je suis intéressé à faire le show, combien? C'est sûr que s'il dit que ça va te coûter 3000 pièces de machiniste, de ci, de ça, ben là, l'artiste, au final, on va pas demander 250 pièces parce que là, il vient de payer tout le monde à 30 pièces de l'heure. C'est sûr que les gars qui sont sur scène, ils méritent un cachet, eux autres aussi. Donc, tant qu'à avoir un budget pas réaliste, ben allons-y pour que les artistes aussi soient rémunérés en conséquence. Mais ça fait que c'est super décalé avec une salle qui n'est pas subventionnée et qui a beaucoup moins de frais. Tu sais, un bar-spectacle qui est ouvert à semaine longue, ouvrir la salle pour un spectacle, c'est pas très coûteux. Là. Donc, ils peuvent se permettre, au final, de donner la porte puis payer à boire. Puis, les réalités sont tellement différentes que c'est sûr que les cachets d'une place à l'autre le sont, mais c'est pas parce qu'ils sont subventionnés ou non, c'est parce que la réalité n'est pas la même. Mais pour la même date, dans la même ville, est-ce que c'est le highest bidder qui gagne? Est-ce que c'est la personne qui mise le plus sur le show qui va toujours... J'assume que c'est pas toujours comme ça, mais si on a le choix entre plus d'argent ou moins d'argent, peu importe la réalité de la salle, quelle est votre décision de ce côté-là, vu qu'on parle profondément de chaîne en or aujourd'hui? Mon look. Je dirais que, premièrement, vite comme ça, non. Parce qu'il y a beaucoup de critères de base qu'il faut voir, même si c'est à la même salle, à la même journée. Il y a beaucoup de critères qui entourent la salle et le lieu de diffusion qu'on prend en compte. J'en parlais justement, puis il y a aussi la relation des fois qu'un artiste développe avec une salle. Des fois, il y a une salle qui a donné la première chance à cet artiste-là quand il a donné que je vais donner de l'argent justement pour couvrir tes déplacements. Puis finalement, ça a super bien été. La sortie de l'album, la tournée, la deuxième fois, ça va être plein. Oui. Et peut-être que l'artiste va vouloir justement retourner dans cette salle-là, même si le profit va être plus petit, justement parce que c'est cette salle-là qui a donné cette chance. Ou des fois, c'est au niveau de la communication. Excuse-moi, je suis coupé. Non, c'est correct. Je l'écoute, je repose la question à ce que tu dis parce que je veux vraiment qu'on donne les deux. Puis je veux pas paraître comme celui qui prêche pour sa paroisse, parce que naturellement, je suis un diffuseur. Mais je repose la question de l'autre côté parce que je crois dans ma vie avoir donné des premières occasions à une quantité énorme d'artistes. Puis je vais dire le mot 1200 minimum. Je crois que ça m'est arrivé peut-être 3 fois, impliquant Seb Collin dans une de ces fois-là, où j'ai ressenti un retour de cette manière-là. C'est pas arrivé souvent qu'au niveau des agents, j'ai vu ce côté-là. D'ailleurs, merci Seb d'être fair. Mais est-ce qu'Isaac, tu as ce feeling-là que justement, de dire, tu nous as fait, tu as pris des risques plus tôt, on va te faire un rabais plus tard. Est-ce que c'est des choses que tu ressens au quotidien? Ça arrive que j'ai des fleurs, puis j'ai des super de belles occasions que je me pince quasiment, me dire voyons, cette bande-là, il vient jouer chez nous, tu sais. Mais comme ça arrive souvent, et je comprends très bien que si tu fais un artiste,
1 an, 2 ans, 3 ans. Puis, il y a de plus en plus de monde. La clientèle se bâtit. Tu le vois, tu vois Le ta cachet salle se augmente, remplir à chaque fois. naturellement. Le cachet augmente, puis c'est correct parce qu'il y a plus... Tu sais, je pense que la billetterie, c'est un peu pour payer tout le monde. Là. Oui. Puis ici, à un moment donné, ben, cet artiste-là, il est rendu plus gros que ta salle. Puis il y a une salle qui offre 3 fois le cachet. C'est naturel. Je dis, tant mieux, mon gars, vas-y. Ce que j'aime beaucoup, c'est que l'agent m'appelle puis dise, écoute, on a une offre. Dans ta salle, dans la salle subventionnée de ta ville. Puis, par politesse, on te demande si on pourrait y aller. Ce qui veut dire, ben, on va y aller pareil. Ouais. Mais tu sais, puis je suis toujours content de dire, ben, écoute, Merci, je suis content merci que tu sois d'avoir rendu là. considéré. Merci de me l'avoir merci d'en parler. Puis je vais rajouter pour rassurer aussi, parce que je l'ai dit de manière vraiment provocatrice, ou ce que moi, c'est pas quelque chose que je regrette du tout, parce que mon marché, c'est Montréal. Tu sais, je fais juste le mentionner, où ce que je suis si un artiste se développe, il s'en va aux Francopholies, puis c'est normal que je donne pas le même cachet que les Francopholies, et que les grands marchés sont différents que les petits marchés, et que d'un autre côté, moi, j'assume que je travaille de cette manière-là. Par contre, s'il y en a qui sont diffuseurs dans la salle, ou qui sont des agents qui commencent, ou qui en font plus, il y a des belles relations qui existent, et Isaac nous en parle de cet endroit-là. Il y a des très belles relations qui se développent entre diffuseurs, mais je crois que c'est pas dans tous les marchés non plus, ou avec tous les diffuseurs non plus. Je me trompe-tu quand je dis ça? Tu te trompes pas. Puis il y a aussi, tantôt, je voulais rajouter, là, j'ai dressé un portrait très, très rose et très parfait. Oui. Tout va bien, mais il y a aussi des critères. Des fois, on reçoit des offres, puis c'est pas juste moi qui décide en tant que booker. Ah oui, on la prend ou on la prend pas. Même si j'ai une bonne relation avec le diffuseur, il y a un gérant. il book toujours mes shows ou quoi que ce soit, ben, il y a un gérant, il y a une production aussi. Des fois, c'est pas nécessairement... Moi, j'ai pas toujours mes artistes en production. Ouais. Des fois, il y a une production derrière ça. Il y a des artistes qui ont des coûts, qui ont aussi leurs préférences. Des fois, moi, je dois juste... J'applique, je dresse un portrait des offres. Ensuite, il va y avoir beaucoup de critères qui vont entrer en compte. C'est ça aussi qu'il faut voir. Des fois, c'est juste, ben, il y a ce cachet-là, il nous offre ça, ben, on va l'accepter parce que ça rentre plus dans nos frais, puis on n'a comme pas le choix cette fois-là. Fait que j'applique ça. Des fois, c'est juste beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de monde derrière ça. Là. Oui, c'est ça, naturellement. Ça fait partie, que ce soit l'artiste ou le diffuseur, il va changer de réalité, il va changer d'agent dans une carrière, il va changer de gérant dans une carrière. Après ça, est-ce que l'historique est gardé? Pas tout le temps non plus. Je pense complètement à un autre sujet, pour revenir encore, challenger un peu les revenus de billetterie, puis de parler d'argent. Je vais parler d'un sujet dans lequel je maîtrise beaucoup et avec lequel je suis habitué de m'obstiner un petit peu. Fait que je vais vraiment vous laisser parler de ce côté-là. Moi, j'organise une quantité énorme de spectacles gratuits. Parce qu'il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Il y a des gens qui vont avoir la critique de cet aspect-là, que ça réduit la valeur des artistes qui pensent quand on enlève les billets parce que les gens s'habituent à y aller gratuitement. Il y a des gens qui voient ça comme une visibilité énorme de pouvoir présenter à un nouveau public, etc. Vous, votre relation avec les spectacles gratuits dans lesquels on retire la billetterie, puis les raisons peuvent être le volume, le fait que sinon personne viendrait, on est en région éloignée, peu importe la raison pourquoi on fait de la gratuité, c'est-tu pour vendre plus de bière, c'est-tu pour vendre plus de merch, c'est-tu... Comment vous percevez, vous, les spectacles gratuits? C'est quoi votre relation avec ceux-là? Puis c'est quand dans une carrière qu'un artiste se doit d'en faire et se doit de ne pas en faire? Que ce soit en festival ou en salle. Je vais laisser Seb commencer. J'aime beaucoup la vision, à un moment donné, que tu avais parlé dans notre échange courriel de ça. OK. Ouais, non, mais moi, de ce temps-ci, tu sais, tu sais, quand tu organises un spectacle, que ce soit qu'un spectacle que tu vends ou des fois tu as moins le contrat, mais un spectacle que tu produis, puis moi j'en produis plus que j'en vends, je pense. Oui. Le prix du billet, j'y pense beaucoup. Là, je ne garoche pas des prix dans l'air. Dans même, je peux pas faire juste un calcul mathématique. Ou, non. Tu ne fais pas non plus les billets le plus cher possible. Non, j'ai déjà travaillé avec toi pas. en coproduction, Ouais, entre autres à Rouyn-Noranda. Tu veux garder les billets bas pour garder une accessibilité dans beaucoup de cas. Oui, puis une espèce de cohérence entre c'est quoi le prix du billet en province ou d'une fois à l'autre, il y a une évolution, puis autant que il y a des billets que je peux vendre moi à 30$, puis je me dis OK, mais en bas de 30$, ça n'aurait pas de sens de le faire en termes de notoriété, en termes de ci, ça, que de l'autre côté, il y a tellement de spectacles qui se retrouvent trop chers, à mon avis, notamment justement en diffusion où est-ce que les frais sont super élevés. Effectivement, c'est sûr que si le show coûte au diffuseur 4000$, il n'y a pas le goût de mettre l'entrée à 10$ incluant une bière, moins les taxes, moins les frais de service. Il ne peut pas arriver, mais en même temps, en développement de public, peut-être que le show il vaut 10$.
Fait que faut vraiment y penser comme il faut. Hein. C'est quoi la valeur du spectacle dans ce contexte-là? On en parlait aussi, Isaac. Moi, j'en fais là, de ce temps-ci des shows gratuits avec Prière et Landry. J'en fais aussi là, avec Zeus parce qu'on fait du développement dans des nouveaux marchés. Puis je sais que moi, la meilleure affaire à faire, c'est juste de ne pas se casser la tête avec la salle, de dire OK, on y va ce vendredi-là, c'est super loin, le Ben n'a jamais joué dans ce coin-là. On fait l'événement Facebook, moi je vais mettre 100$ en pub Facebook, je vais cibler ça bien comme il faut. Puis le premier passage, là, les personnes qu'il faut que tu séduises, c'est le staff de la place, c'est le booker, c'est le soundman. Si là, pendant le show, le soundman, il capote sa vie, puis genre, il est en train de filmer le show, là, tu sais que la fois d'après, il va y avoir plus de monde, même si, peu importe le nombre de personnes qu'il y a dans la salle, parce que les serveuses ils ont trippé, après ça, ils en parlent avec leur monde. Fait que le premier passage est important, mais c'est ça, il y a bien des trucs à considérer. Comme toute ta salle est super, Isaac. Tu disais que tu donnais l'occasion à des bands. Ça peut être facile à dire ça. Ouais, je donne l'occasion à des bands de jouer, mais dans le rock, la plus belle salle au Québec, la mieux équipée, c'est la tienne. Là, les autres qui s'équivalent, c'est des salles de diffuseurs qui font pas de rock pantoute, puis la programmation est plate. Toi, tu as fait une salle sacoche pour... puis il invite des bands de rock qui n'ont pas la chance d'être dans le réseau de diffusion. Fait que c'est une vraie occasion, mais ta salle, elle vaut quelque chose. Fait que le public, il faut qu'il s'attende que non, tu vas pas aller voir un show gratuit parce que tu as un kit de son qui vaut je sais pas combien, le setup est parfait, tout est beau. Là, fait que ça a une valeur aussi. Fait que où est-ce que tu joues a aussi un impact sur le prix de billet. Génial, merci. C'est en plein ça, il y a beaucoup, Seb l'a abordé, il y a la question de développement de public. Puis des fois, l'artiste, avec toi, va faire comme de l'investissement pour aller justement dans des régions. Moi, au début, quand je commençais à faire du booking, puis je commençais avec un groupe aussi. Puis eux, c'est un groupe de party, ils étaient 4. Ils ont décidé aussi d'embarquer avec moi là-dedans à faire des tournées puis des shows qui n'étaient pas nécessairement payants. Mais c'est justement, il y avait comme les gens du staff ou les gens qui ont trippé, les 3-4 personnes curieux. C'est souvent, là, en région ou n'importe quoi, c'est les gens qui sont impliqués dans leur assaut qui vont justement t'inviter dans leur party à l'université. Puis là, tu vas rencontrer plus de monde. Quand tu vas revenir dans cet endroit-là, bien, ça va être dans un gros show. Puis là, tu mettras une billetterie. Puis là, comme ça va connaître. Puis là, tu vas te faire demander. Il y a aussi cette vision-là là, pour compléter. Fait que vous voyez la gratuité comme un développement pour l'artiste. C'est pas toujours possible, mais oui, c'est une possibilité. Puis un autre point aussi, c'est que c'est quoi ton potentiel de revenu? Tu finis par le savoir, tu sais, ton artiste, combien en billetterie tu vas faire à peu près. Oui, il y a un écart, là, tu sais, mais tu as quand même une bonne idée. Puis si la réponse c'est, d'après moi, si je vais là, il va avoir entre 15 puis 27 entrées à 5 piastres, là. Ben, fais le calcul fois 5 piastres, moins les taxes, tu dis, ouais, c'est 100, c'est 150 piastres, c'est 200 piastres de porte. T'sais, pourquoi que je viendrais faire une billetterie à 200$ au final, puis me bloquer plein de monde. Puis quand tu vas sur l'événement Facebook, tu là, t'es pas sûr que tu veux y aller, puis là, on t'incite à prévendre. Tu sais même pas si tu as le goût d'aller voir le show. Puis ça dit, hey, achète ton billet, vite. Tu sais que la salle, elle sera jamais sold out. Puis là, après ça, ben là, tu te retrouves. Mais de l'autre côté, si tu vois un show gratuit, tu n'as même pas besoin de te casser la tête à réfléchir. Tu dis, OK, ben, je participe ou tu es intéressé parce que. Let's go, on décidera plus tard. Tu as déjà choisi de cliquer sur l'événement, puis après ça, il n'y a aucune contrainte de rien. Tu dis, ah, cool. Puis après ça, le jour même, ben là, tu sais, c'est plus tentant d'amener ses chums, puis tout, mais en même temps, effectivement, c'est une perte de revenus pour l'artiste là, à court terme, c'est sûr. Ouais, mais en fait, côté d'Isaac, je suis sûr que tu as une opinion différente aussi. Puis... Ben, je trouve que c'est un couteau un peu à double tranchant, la gratuité comme ça, parce que. Ben franchement, qu'est-ce qui est dur aujourd'hui, je pense, c'est de sortir le monde de chez eux, tu sais. Puis si t'es capable de te payer un trio Big Mac à 12$, Chris, t'es capable de te payer un ticket si t'attends d'aller voir un show, tu sais. Fait que, tu sais, que ça soit 0 ou 12$, le combat, c'est de dire, sors de chez vous, là, lâche Netflix, là, puis viens voir du monde, viens te rentrer des ondes dans le chest, là. Puis viens voir du monde performer, tu sais, qui se sont donné la peine de pratiquer des heures et des heures, de conduire des heures, de soundchecker, de faire une sieste sur un divan puis de faire un show après, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que puis j'ai de la misère à dire que ça vaut rien, ça. T'sais. Puis moi, débarrer ma porte, comme je te disais, ça vaut quelque chose aussi. Puis qu'une gang embarque dans un char, ça vaut quelque chose aussi. Fait que c'est, je trouve. Tu sais, ça, c'est un autre débat. En fait, parlons-en. On est là pour parler d'argent. Tu sais, je trouve que la musique est tellement dévalorisée de nos jours que c'est un peu comme abdiquer. C'est un peu comme
tout le monde est rendu sur Spotify, même si tout le monde sait qu'ils se font fourrer sur Spotify. Au cas où ils feraient vraiment beaucoup d'argent, beaucoup de downloads, là, puis finalement, ça donnerait 100$ à la fin du mois. Tu sais. Fait que On s'entend que ça a un impact niveau zéro, là, Spotify, autre que ça coûte pas cher de distribution. Ça fait pas partie des revenus du spectacle. On les met pas dans nos catégories. Je m'en fais un show à quelque part. Fait que j'ai des plays Spotify. Fait que j'ai des revenus. On s'entend là-dessus. Là. Ben c'est ça, tu sais, puis c'est devenu... tu sais, je backtrack un peu sur la conférence qu'il y avait hier là, sur la santé mentale, puis qui est un peu... tu sais, puis je réfléchissais à ça pendant la conférence, tu sais, puis oui, tu sais, les artistes, c'est super tough, là, puis c'est dur, puis c'est plate souvent de voir, c'est la fougue de la jeunesse qui drive ça, tu sais, puis je pense, dans le marché qu'on a là, ça va être de plus en plus rare d'avoir des gens qui décident encore d'être artistes à 40, 50 ans, tu sais, 60 ans. Mais je pense que c'est un peu la même chose pour les salles. Tu sais. Les salles, quelque part, il y a plein de monde qui partent des salles avec la fougue de la jeunesse. Puis, justement, ils travaillent pour gratuit un peu. Mais comme plus souvent, quand tu pars une entreprise, tu travailles pour 1,5 piastre de l'heure. Mais ils vont le faire, tu sais, puis après 5 ans, ils vont dire, ben là, c'est assez, tu sais. Puis c'est fini. Puis là, c'est une autre salle qui ferme. Mais bien souvent, il va y en avoir un autre qui va ouvrir parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a la fougue de la jeunesse. C'est bien, mais ça serait bon aussi qu'il y ait aussi des salles qui perdurent. Puis pour ça, ça prend un environnement qui est rentable pour tout le monde. Présentement, l'environnement n'est pas rentable pour l'artiste, il n'est pas rentable pour la salle. Maudit, il est rentable pour qui, tu sais? Ben, je connais la réponse. Oui, c'est ça. Tu sais, il est rentable pour les compagnies, il est rentable pour Apple, il est rentable pour Samsung, il est rentable pour Cogeco, pour Vidéotron, il est rentable pour tout le monde. En fait, je veux dire, moi, ma maison, là, on est 4 à avoir un forfait de cellulaire. Là. Quand j'étais au cégep, là, ça coûtait 100$ par mois vivre. Tu sais. Là, à cette heure, en partant, quelqu'un qui est au cégep, ben, il a un téléphone à 100$ par mois, il paye son Internet puis son câble 125$ par mois. C'est tout rendu en fait, puis la raison pour laquelle les gens dépensent cet argent-là, c'est pour aller consommer de la musique gratuitement. Ouais. C'est pour avoir accès à cette chose-là. Puis là, dans le but, je suis 100% d'accord qu'effectivement, les gens ont de la misère à aller dépenser dans une salle. C'est difficile d'aller les faire rentrer à quelque part, etc. Je vais quand même me permettre de donner une petite opinion parce qu'elle est complètement contraire à vous trois, où ce que, n'étant pas l'artiste dans le projet, je n'ai pas le complexe de me donner une valeur en termes de ça vaut bien ça, mais je fais un calcul purement capitaliste, si je peux me permettre l'expression, puis si vous saviez à quel point je suis pas gêné de penser en tant que diffuseur à l'argent, parce qu'il y en a tellement pas à faire que chaque scène que je peux aller chercher, je vais aller la chercher parce que ça fait 5 scènes de plus dans le pot, si je peux me permettre l'expression. Que justement, quand on va en gratuité, pour l'avoir essayé quelques fois, ça nous réduit dans nos frais de promotion, ça nous réduit dans d'autres dépenses. On est capable de réduire un petit peu au niveau intellectuellement parlant, de dire on va réduire le coût de production, on ne poussera pas trop, on n'amènera pas la meilleure prod du monde avec cette affaire-là, on va réduire un petit peu, ce qui n'est pas toujours l'objectif final, mais qu'au final, on est capable à peu près faire entre 2 et 3 fois le nombre d'entrées. Puis quand on regarde par tête, puis je suis curieux de t'entendre parler de ça. On n'a pas beaucoup parlé des revenus de bar, même s'il y a des gens qui ont des Québec Redneck Bluegrass Project dans leur projet, où au final, il y a beaucoup plus d'argent qui se fait au bar que dans une billetterie, selon mon feeling à moi, parce que je n'ai jamais produit personnellement cet artiste-là. Où il y a des artistes dans le rock, c'est ça, où à la limite, les gens viennent boire une trou du diable, ils vont probablement boire 2 trous du diable, bu au bar, va être plus de revenus que le coût du billet lui-même. Donc, je me pose la question de dire, si on a 2 fois plus de monde, mettons qu'on est non ambitieux puis qu'on dit 2 fois plus à cause de la gratuité, mais qu'on a 2 fois plus de vente d'alcool, la vente d'alcool moyenne va être déjà un petit peu plus que le frais de billet. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous disent... C'est quoi votre relation avec le bar? Moi, je viens de vous dire la mienne, où le volume, en étant un opérateur de salle personnellement, Isaac aussi, c'est une chose qu'on calcule aussi. C'est quoi votre opinion là-dessus par rapport aux bars qui sont d'autres revenus que la billetterie? Je pense que ça va compléter aussi, mais je voulais aussi revenir un peu sur le contexte de gratuité. Oui. Personnellement, je suis pas pour gratuité pour gratuité. Je suis, contexte de gratuité d'un spectacle, justement, dans un contexte autre, justement, peut-être que comme la vente d'alcool va entrer, ou justement une tournée ou un événement spécial pour un party ou quoi que ce soit, plus, justement,
tout le monde va y gagner là-dedans, mais aller faire un spectacle gratuit, exemple, dans une salle pour faire un spectacle gratuit, c'est pas nécessairement ça, parce que justement, l'artiste a une valeur, puis souvent, on est là justement pour leur dire, vous avez une valeur, le spectacle vaut quelque chose. Fait que moi, je suis pas pour aller faire un spectacle pour faire un spectacle. Puis justement, dans un contexte, il va y avoir de l'alcool ou un party où la vente d'alcool est importante, je prends ça aussi en compte. Ouais. Mais je ne dirais pas que faire un spectacle gratuit pour faire un spectacle gratuit, c'est nécessairement, même si tu as 2 fois plus de gens, c'est pas nécessairement quelque chose que tu expériences. C'est vrai que c'est pas dans tous les marchés, pour tous les artistes, pour tous les contextes. De notre côté, tu sais, moi, je parle de mes chiffres à moi, où ce que moi, c'est le même spectacle. Des fois, je teste un ou l'autre. Moi, en ce moment, je suis à 4,2 fois plus en gratuité de gens qui rentrent dans une salle qu'un billet à 10 $. Mettons, quand je fais le même artiste au même endroit, dans le même moment dans la carrière, c'est à peu près le calcul que je fais. Après ça, j'ai développé des techniques, là. Mais je me permets de le dire parce que on a beaucoup parlé de billetterie, de d'autres revenus, puis c'est presque, on arrive vers la fin tranquillement, il nous reste une vingtaine de minutes, où ce que je me rends compte, c'est que ce qu'on dit à travers tout, c'est que la rentabilité, on la calcule un peu en humain, en passion, ça va être rentable ailleurs, etc. Puis je suis 100% d'accord avec vous que c'est ça la réalité. Puis maintenant, si on essaie de parler de solutions au niveau financier, de vos stratégies à vous autres, de dire comment vous faites pour avancer un petit peu plus, penser à cette affaire-là. Naturellement, on le dit au début, mais je pense qu'après toutes ces conversations, on est peut-être capable de résumer un petit peu plus, ou ce que peut-être qu'Isaac, justement, l'a mentionné au début, que l'objectif n'est pas une rentabilité financière avec cette salle-là, mais naturellement, il y a le break-even. Mais quelles sont les stratégies que vous allez utiliser pour générer plus d'argent dans vos spectacles? Puis quels sont les piliers que vous allez vous fier? Est-ce que une bonne commercialisation de la marchandise en spectacle va avoir un réel impact? Est-ce que les bars, vous allez faire des stratégies pour être sûr de travailler avec la salle pour qu'il y ait des meilleurs revenus de bar à cet endroit-là? Est-ce que une fois de temps en temps, vous allez voir la billetterie et vous leur demandez de l'aide parce qu'eux autres aussi font partie de cet engouement-là. Quand on fait des gros spectacles, ils en font une portion aussi. Puis les autres partenariats, parlez-moi de vos stratégies. S'il y en a. Non, mais pour parler de bière, là, puis de vente d'alcool, oui, c'est important. Là, c'est sûr que c'est important. Puis, en fait, je trouve que c'est toujours à considérer d'une façon explicite ou d'une façon implicite. Là. Des fois, c'est pas obligé d'être nécessairement un pourcentage, mais c'est de considérer qu'il va y avoir des ventes d'alcool, puis que oui, ce type de show-là a plus de ventes d'alcool que tel autre, puis ça a un impact. T'sais. Donc, c'est sûr que moi, si je fais un spectacle, je suis un diffuseur pour Québec Redneck, puis je suis en train de faire une soumission de savoir ça va être quoi les dépenses. Puis qu'eux autres, ils considèrent pas... Ils me louent la salle le même prix qu'ils feraient un truc de ballet. Je comprends, mais si chaque personne qui est présente dépense 20 $ par tête, c'est sûr qu'au final, tu n'es pas obligé de me donner une cote, mais c'est sûr, il va falloir réduire tes coûts en fonction. Oui, la location de salle, il va falloir que ça soit diminué. On veut être hébergé, on veut être nourri, on veut être abreuvé. Puis c'est juste normal parce qu'au final, ces revenus sont là. Puis j'ai l'impression, moi je le vis avec le temps, plus que là les salles grossissent, moins ils ont envie d'en parler. Puis là, t'es comme, non, mais t'es rendu 1000 personnes, là, je veux dire, fais le calcul. Là, c'est sûr que j'ai envie qu'on le considère dans l'équation. Mais ils n'ont pas tant le goût d'en parler bien souvent. C'est comme un sujet tabou. C'est un tabou. C'est un sujet qui c'est pas nécessairement tabou. J'ai l'impression même des fois c'est quasiment comme un manque de respect de leur parler de leurs frais de service qui sont élevés ou de leur parler des revenus de vente d'alcool, comme si vraiment là, ça c'était quelque chose là, intouchable. Puis non, c'est pas intouchable. Puis ce que tu me dis, c'est qu'on n'est pas capable de toutes les convaincre de travailler avec les frais de service de lepointdevente.com qui sont pas très élevés. Effectivement, il y a des frais de service qui sont beaucoup plus élevés que chez lepointdevente.com. Pour ma part, là, le bar, je vois ça vraiment... En fait, je le vois un peu comme du gravy, tu sais. Puis qui va venir compenser. En fait, je vais probablement vendre autant de bière dans un show à 100 personnes qu'à 180 personnes parce que ça vient juste tout jammer, tu sais. Puis à 100 personnes, tu as tellement une meilleure qualité de show, tu sais, que finalement, tu prends 2-3 bières de plus, tu sais. Puis je le prends vraiment comme une espèce de tu sais, en fait, mes dépenses de show, ma billetterie devrait le payer. Mon bar, c'est le buffer. Tu sais, c'est le buffer qui va faire que finalement, si je perds de l'argent à sa billetterie, je vais peut-être au moins compenser un peu sur le bar.
Puis peut-être que si tout va bien, ma salle est pleine, le monde trippe, ils boivent 3-4 bières par personne, ben écoute donc, je vais avoir fait de l'argent. Ce show-là, c'est Ouais, ce qui est absolument. correct aussi, Ce tu as le droit de faire ça. Vive l'argent, Puis là, guys. je veux C'est dire, correct coudonc, de faire j'ai fait de 30 l'argent ce show-là, c'est parfait. Ça va compenser pour quand il y a un band européen en tournée qui remplissent des stades puis qui viennent jouer chez nous puis qu'il y a 4 personnes, tu sais. Puis que je suis obligé de me mettre chaud avec eux autres tellement j'ai honte. Fait que tu sais, c'est tout ça, tu sais, ça vient un peu comme ça vient un peu égaliser, tu sais. Puis faut pas oublier, tu sais, j'en ai un autre bar, que ce que je fais, c'est que j'ouvre la porte, puis je mets un barman en arrière, puis je vends de la bière. Vrai. Ça existe aussi encore dans plein de places. Exact. Puis t'as pas besoin de prendre 4000 pièces de risque pour remplir ta salle, Vrai. puis avoir du monde dedans, puis vendre de la bière. Fait que c'est pour ça que moi, je prends la bière vraiment comme un revenu, comme du gravy, comme un buffer. C'est une sécurité, là, pour... Un peu, exact. Mais tu sais, en même temps, je me le suis déjà fait dire, je me le suis fait servir, cet argument-là. Tu sais, ouais, mais tu vas vendre de la bière. Ben ouais, mais si j'ai 10 personnes, j'en vendrai pas de bière, tu sais. Je vais perdre de l'argent sur la porte, puis je vais perdre de l'argent sur la bière, parce que ça payera même pas le barman qui est en arrière, tu sais. Ou ce qu'il faut offrir le service aussi, puis il y a un coût à ça, puis il y a un coût à la production d'une bière aussi. Il y a du staff à Elle n'est pas fournir. gratuite non plus. Faut que Elle tu n'est pas l'achètes ta gratuite. bière. Fait que si Absolument. tu fais 500 pièces de caisse, c'est pas 500 piastres de 120 profit. pièces de profit. Tu sais. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas aussi simple que ça. Tu sais, ceci dit, on en fait. Tu sais, on parlait de shows gratuits tantôt, mais il y en a un gros à laquelle on participe avec Bose, ce qui est le Poudza Fest. Oui. Tu sais, ça, c'est un méchant gros show gratuit DIY. Tu sais. Puis c'est entièrement financé par la vente de bière, tu sais. Oui, c'est ça. Puis je peux te jurer que j'en ai des frais, mon gars, ça coûte cher avoir l'espoir de vendre assez de bière pour payer ça. Là. Ouais. Tu sais, ça prend beaucoup de bars, ça prend beaucoup de staff, ça prend... Ça prend une grosse camions opération pour le réfrigérés. faire, mais ça peut potentiellement apporter le volume de gens qui va potentiellement rentabiliser ça. Parce que c'est un plus gros risque encore de le faire en gratuité que de le faire sans la gratuité. C'est un peu ça que tu me C'est dis. le risque, s'il mouille... C'est fini. Il Il n'y a pas de prévente là-dedans. Là. C'est fini, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Je le vois, je le vois vraiment comme une compensation pour un risque. Là. Dans un contexte, par exemple, où est-ce qu'il n'y a pas de risque ou où il n'y a pas eu d'investissement aussi de bord, c'est sûr que si j'étais venu 4 fois chez vous, puis à chaque fois, tu me donnais plus de ce que je te donnais, tu sais. Puis là, après ça, ben là, on échange. Là. Fait que là, c'est sûr que ça marche. Mais dans un contexte où est-ce que tu arrives, il n'y a pas de risque, il n'y a rien. Puis, tu sais, faut aussi prendre... Tu sais, faut le considérer aussi que les gens, ils viennent dans... Tu sais, oui, tu sais, en tout cas, dans mon type de spectacle, moi, c'est de l'ambiance. C'est un show rock, c'est un show, tu viens veiller, tu arrives, tu pognes un shot, tu t'amuses. Puis, tu sais, moi, je pense la façon que je place la salle, je pense la façon, tu sais, l'horaire des spectacles, les entractes, tu sais, je dois inviter des premières parties, des fois, sur des shows de Québec Redneck. Je n'ai pas besoin pour ma billetterie. Puis, tu sais, je vais donner au Ben plus que ce qu'il mérite parce qu'il vient à un super gros show, je ne suis pas pour lui donner 25$, même si c'est ça qui attire, parce que c'est un contexte qui est quand même... qui est beau, fait que l'artiste est bien payé. Mais au final, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est que moi, j'ai le privilège d'annoncer une belle première partie qui est originale. Puis au côté du bar, ben, tu viens de rajouter un entracte avec Québec Redneck qui, lui, fait un entracte dans sa soirée. Tu te trouves avec une soirée qui a un show de 9 à minuit, 1 heure, tu sais, avec 2 grosses entractes. Puis, fait que c'est sûr que fait que moi, je le considère quand je produis mon spectacle que je veux que ça vende de la bière. Fait que c'est sûr que je m'attends qu'il y ait une reconnaissance de ces efforts-là qui sont faits. Est-ce que je peux résumer ce que tu dis en disant... Je veux juste ajouter de quoi aussi. Ben, puis ton opener que tu mets aussi, ben, il y a la chance de jouer devant une salle sold out aussi. Hein. Fait que c'est ce qui est des fois peut-être plus payant que de faire un show gratuit puis d'avoir, je sais pas, 30 personnes. Ils vont peut-être triper leur vie parce que ils sont là. Puis moi, mes shows préférés, c'est quand on est 4 dans la salle. Là. Mais c'est pas les plus payants. C'est sûr que tu te saoules avec le band qui faisait le stade, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais tu sais, dans ce temps-là, oui, il y a une forme de gratuité ou de dédommagement mineur au opener, mais pour lui, comme développement de clientèle, c'est bien plus intéressant. Quand Prieur et Landry sont venus jouer 2 fois chez nous, il y avait vraiment beaucoup de monde. Là, je suis confiant de les faire en headliner, tu sais. Fait que c'est un peu là, comme ça qu'on le fait, le développement. Là. Je me permets de...
Oui, je me permets de faire juste un petit résumé, parce qu'on passe à la période de questions dans 1 minute, dans le fond, parce que je trouve que ce qui vient de se dire, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Seb, que tu travailles ta programmation de diffusion en fonction que le bar, que la salle puisse faire des revenus, que tout le monde collabore. Moi, je pense aussi qu'une des choses à noter, comme Émilie le disait, c'est que, pour résumer toute cette affaire-là, c'est qu'il y a vraiment une rentabilité en billetterie et un peu partout qui peut se générer quand tout le monde considère et où son potentiel de rentabilité à lui dans ça, puis quand tous les partenaires travaillent pour que tout le monde soit gagnant. C'est comme ça qu'on arrive à faire de quoi, ou quand un agent va travailler bien avec toi, va monter quelque chose qui va fonctionner bien dans ta salle, un prix qui fait du sens avec toi quand tu vas être fair, quand tu vas travailler pour avoir une bonne production au niveau du bar, une bonne promotion, puis que quand cette roue-là va circuler ensemble, tout le monde ensemble, naturellement, il y a des beaux revenus à faire quand tout le monde va collaborer, mais que s'il y a une compétitivité entre le client, qui est l'agent ou la diffusion ou l'artiste, etc., de ces gens-là, naturellement, il va y avoir un perdant dans l'histoire, puis tout le monde gagne à ce que personne perde parce qu'on travaille avec les mêmes 40 personnes toute l'année sans arrêt, là, au final. Là, Il y a une base en affaires là, universelle depuis l'époque de Job, qui est, quand tout le monde est content, tu viens de faire une bonne affaire. Ouais. Puis tu viens de faire une affaire que tu peux reproduire après. T'sais. Fait que c'est un peu ça. Là. Puis, oui, tout est dans le dialogue. Puis surtout entre les salles et les agents et les bookers et l'artiste. Si tout le monde est capable de mettre un peu d'eau dans leur vin, moi, ça m'arrive de me faire imposer, de me faire dire ta première partie locale, on la veut pas. Nous, on veut placer quelqu'un qui est en développement chez nous. Oui, mais ta personne en dévéloppement chez vous, de Drummondville, elle va pas, va pas remplir ma salle. Puis là, mais moi, j'ai un devoir. Ça se met sous silence, c'est mon alarme qui dit qu'il faut qu'on passe à la période de questions. C'est ça pour de vrai, en plus. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que, puis moi aussi, ben ça, c'est un autre truc, en tout cas, qu'on n'a pas parlé. Mais je pense que les salles aussi indépendantes doivent aussi se faire un devoir d'essayer de faire jouer le plus possible aussi la relève locale. Oui, il faut que ça fasse partie du plan, parce que sinon, ça ne vit pas vieux, cette affaire-là. C'est très difficile pour un band qui commence ou qui s'en vient, qui est rendu assez mature pour monter sur un stage de Shawinigan ou de Mont-Carmel ou de Saint-Boniface, de se faire booker en première partie d'un band à Montréal ou à Québec. Fait absolument. Faut leur donner dans le but qu'on ait au moins 5 minutes de questions, à moins que tu voulais intervenir rapidement. Je dis que c'était vraiment quelque chose qu'on aurait pu parler longtemps, mais c'est quelque chose vraiment d'important d'investir. D'être conscient de la scène locale de chaque place où on va, parce que c'est ces gens-là qui commencent des bands, qui vont amener des gens aussi. Naturellement. C'est ça aussi, il faut que ce soit sain. Ça, c'est vraiment une bonne façon, puis il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que ça existe. Leurs amis, leur mère, leur tante. L'utiliser et faire profiter aussi. Ça va dans les deux sens, où il y a une collaboration avec la scène locale. On a un petit 10 minutes devant nous. Ça se pourrait que pendant ce temps-là, Émilie et Sébastien aient à quitter rapidement. Je sais pas, je connais pas vos horaires, ils sont pressés pour... Mais ouais, la place du marché ouvre à 1h, donc... C'est pour ça que je dis ça, mais on va quand même prendre une mini période de questions, puis vous avez le droit de vous lever quand vous voulez. Il est présentement, je crois, 47. Si vous voulez poser des questions, levez-vous, venez, il faut les dire dans le micro. On est en redistribution live ici. Le micro est là-bas. Donc, on va prendre les questions. Et voilà. On parle beaucoup des revenus de bar depuis tantôt, qu'on prend en considération les revenus de bar. Mais souvent, on sait qu'il y a des artistes qui ne vendent pas d'alcool. Oui. Hein, tu le bookes, tu sais que ça va être bon, mais il n'y a personne qui va se rendre au bar. Mais malheureusement, ça, il n'est souvent pas pris nécessairement en considération. Je suis vraiment curieux de quelle salle. Okay. La Chèvre et trésorier du SMAC maintenant. Mais souvent, il n'est pas pris en considération. Hein. Je me souviens, il y a un show, on a booké 2 sold-out complets, 2 soirs de suite. C'est